François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Ça veut dire tous les jours le déchiffrage des petites notes logogryphes qu'il prend dans son calepin. Et à partir de là, essayer de travailler, nous, sur littérature. Point. Écriture. Point. Et pour ça, la chance, l'immense chance d'avoir une énorme documentation. Tout a été transcrit, même on va se servir par exemple aujourd'hui des livres de sa bibliothèque répertoriée par Stiyoshi. Tout ça c'est extrêmement précieux. Les lettres à ses deux vieilles tantes. Là, sur le Blue Pencil Club dont il va être question, je suis revenu un petit peu dans cet outil massif qu'est la biographie de Lovecraft par Stiyoshi, I Am Providence. Vous savez qu'on peut la trouver en numérique pour à peine quelques euros. Et c'est un outil constamment ici présent. Alors j'ai quand même un souci, figurez-vous. J'arrive pas à parler le matin sans tenir matériellement là, mes petits calepins, parce qu'ils me souviennent exactement de ceux de Lovecraft, sur lesquels j'avais pu directement bosser à l'été 2015 à la John Hay Library. Alors c'est totalement fétiche, je pourrais faire ça comme ça, vous montrer, ceci est le calepin de Lovecraft. Non, et alors il s'use, il s'abîme. Hier j'étais voir sur eBay pour essayer d'en trouver d'autres, là en ce moment il y en a zéro peut-être. Bon, ça fait rien, on avance. On est le 31 janvier 1925 ou 2025. Bon, au choix du client, de toute façon, ici, on est les deux à la fois. On fait trembler l'un par l'autre, vibrer l'un par l'autre. C'est quand même pour moi une étape. On vient de passer le premier mois. C'est-à-dire 31 fois, on a refait là cette exploration. Et j'ai mis en ligne, là, pour les abonnés, vous allez voir là, dans le sommaire, une première compilation janvier. Ça fait 198 pages. Ouais, mais ça y est, ça veut dire qu'on a trouvé là notre terrain, notre socle, tout ça. Bon, alors après, il va falloir tenir, se réinventer. Ouais, pas peur. Il y a tellement de choses là, qui vont se passer dans l'année, avec une montée en tension, justement, avec des grandes écritures là, dans l'été à venir, et puis finalement la décision de repartir à Providence, mais lestée de toutes les intuitions du travail qui sera le sien pendant les 11 ans qui lui restent à vivre, puisqu'il meurt mars 1937, alors qu'il a encore 46 ans. Alors on tient le rythme, comme d'habitude, attention, ordi. Le 31, vous voyez, c'est vraiment plutôt consistant. On a 2, 4, 6, 8 lignes, plus Conan Doyle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Wrote comic verse. Lovecraft, auteur de vers comiques. Ouais, ça arrive aussi. Et deuxième ligne, grand événement. Il s'est fait couper les cheveux. Ensuite, il a été avec Belknap Long, il est reparti visiter les bouquinistes de Brooklyn. On va regarder ça en détail. Voilà, Furniture Arrive. Vous avez suivi l'histoire, hein? Attention, je ne fais pas de vérification, mais vous savez qu'il avait déposé 2 chaises à réparer chez un petit artisan près de Flatbush. Et le gars, il n'avait rien fait. Alors hier, il y est allé, il rouspétait. Et bien justement, aujourd'hui, le gars les lui livre en retour. Cafétéria avec Loveman. Comme d'habitude, plein d'allers-retours chez les uns, chez les autres, entre Kirk et Loveman. Et puis, en fin de journée, il reste chez lui à lire. Comment on va développer ça? D'abord, on va développer ça avec cette lettre journal. On avait parlé à propos du 28. Le 10 février, il boucle une longue lettre à sa tante Annie, à Providence. Et c'est une lettre qu'il intitule « Mon journal ». C'est-à-dire que jour par jour, il y a quelques lignes. Alors regardez la différence de ton et comment ces petites notes logographiques là peuvent lui servir d'aide-mémoire pour composer ce qu'il rédige dans sa lettre.
Voilà mon petit PDF. 2, 4, 5 pages. Il est modeste, mais vous verrez, il y a quand même de quoi faire. Justement, wrote comic verse for meeting, letters, haircut, bookstores with Sonny, Frank Belknap Long, qu'il appelle Fiston. Des idoles pour Loveman et Frank Belknap Long. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir. Alors, comment il raconte ça à sa tante? Samedi, réunion du Blue Pencil Club. Alors, le Blue Pencil Club, c'est là où ça vaut le coup d'aller replonger un peu dans Stiyoshi. Vous savez, on a beaucoup parlé de ce mouvement, là, United Amateurs. Lovecraft en était le principal responsable sur Boston pendant plusieurs années. Maintenant, au niveau fédéral, donc l'ensemble de ces associations, c'est Sonia qui en est présidente, mais avec ses problèmes de santé, c'est de plus en plus difficile pour elle. C'est néanmoins elle qui insiste toujours pour que Lovecraft continue d'aller à ces réunions. En fait, c'est l'association Brooklyn du mouvement du journalisme amateur. Mais bon, ça ressemble un peu à nos petites académies j'allais dire Printemps des poètes, ce serait méchant. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Oh là là, dull, il dit Lovecraft. Je me suis fait Bon, il parle pas comme ça. Non, mais par exemple, à chaque fois, dans ces réunions-là de quartier, des auteurs amateurs, eh bien, on propose un thème et chacun s'escrime avec le thème littéraire. Amusé par le caractère puéril du thème. Mon personnage préféré dans la littérature ou l'histoire et pourquoi? Me suis autorisé un poème comique pour la circonstance. Alors, ouais, on l'a, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse, on a toutes ces traces, évidemment. Il est même inclus, là, dans la lettre à Annie, fièrement. Deep in the Purple Heaven. Ah tiens, il y a Deep Purple, mais c'est pas une allusion, il n'a pas encore existé, Deep Purple. I by the closet of the blue carol the gods at heaven praising their elder praise joyous above the altos spite of the lofty mountain. Ah ouais, c'était pour faire rire, c'était des vers offerts pour l'anniversaire d'un nommé Rogue, scribe of the shining quill. Laissons tomber, on a mieux à faire. Et Lovecraft, je crois qu'il sera soulagé quand il n'aura plus besoin d'aller au Blue Pencil Club. Et je me suis autorisé un poème comique pour la circonstance. J'avais auparavant été chez le coiffeur. Et le résultat n'est pas mal du tout. Et pourtant, Lovecraft, c'est que quand il avait vers ses 15 ans, à bicyclette, alors il a le menton un peu en galoche, mais il s'est cassé le nez en accident de vélo. Il a arrêté la bicyclette. Ouais, mais il souffrait là, d'avoir ce nez comme ça. Et non, là, tout d'un coup, pas si mal le résultat. Par contre, à son autre tante, Liliane, dans une carte postale, il dit « J'ai trouvé un praticien excellent, en dépit d'une façade vraiment peu engageante. » Alors là, moi, j'étais voir, c'est vrai que si on cherche là les sites de gens qui ont fait l'histoire des coiffeurs à New York, eh bien on en trouve là. J'ai trouvé une belle vitrine barbershop. Il y avait d'autres aussi plus typiques, mais c'était par avec des droits d'agence à l'ami, etc. Alors, je peux pas trop jouer avec ça, mais et là il y a le cireur à chaussures en gros, puis le barbershop qui est là avec le fauteuil devant le miroir. Là, shave, eh ben, on vous fait la barbe pour 10 cents et la coupe de cheveux pour 30 cents à condition de descendre là au sous-sol, à l'entresol. Il y a toujours ces petits entresols là dans les rues de Brooklyn. Donc évidemment, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, son propre coiffeur, mais eh ben, j'ai payé pas trop cher parce que la vitrine, franchement, pour oser entrer là-dedans, ouais, mais le coiffeur était super. Tant mieux, Lovecraft. Après quoi, retrouver Sonny, donc Frank Belknap Long, qui est venu de son appartement. Je crois qu'il fait en même temps, lui, des études de journaliste. Mais il vit comme critique littéraire, et puis c'est vrai qu'il est plus jeune que Lovecraft. Il vit encore avec sa mère et tout ça. Il est emmené visiter la librairie Neil Morrow and Ladd. Alors Neil Morrow and Ladd, pas trouvé d'image. La meilleure de Brooklyn.
Moi, j'aimais beaucoup le Barnes Noble de Brooklyn. Nous y avons passé la fin de l'après-midi et acquis pas mal de livres pour nous précieux. Et là, il nous informe que Belknap Long a acheté un Boccace, un John Dryden en 2 volumes. Et Lovecraft a aussi un John Dryden. C'est un poète, rien à voir avec Willard Dryden, le beau-frère, le demi-frère de Chaplin dont on parlait avant-hier. C'est un auteur là, il est mort en 1700. Alors, en gros, c'est quand même plutôt la langue anglaise du XVIIe siècle, mais ils ont un vrai respect apparemment pour lui. Il a acheté une édition des Mille et une nuits, et donc on est chez un bouquiniste, un Horace et Grandpa. Et son grand-père, Frank Belknap Long. Bon, Belknap Long, il avait amené son grand-père. Non, vous savez que Lovecraft souvent signe Grandpa Theobald. Et dans sa relation à Belknap Long, là, il y a avec cette petite différence d'âge, eh bien, l'autre c'est le fiston, et lui c'est le grand-père. C'est offert le livre de Clifton Johnson, What They Say in New England. Et ce livre, effectivement, il est répertorié là, dans l'inventaire, après décès. Je vous avais raconté l'histoire. Bon, ça fait rien, je peux radoter un petit peu. On ne peut plus enregistrer tranquille. J'étais interrompu par le facteur, qui est une jeune dame d'ailleurs. Et je viens de recevoir, là, c'est une réimpression 1923-1925, Weird Tales, Best of the Early Years. Waouh! Il y a un moment que je le cherchais, ce truc. On va pouvoir travailler directement là sur les contenus de Weird Tales. Allez, on reprend. Où est-ce qu'on en était? Alors, on en était, ouais, je disais, tant pis si je radote un peu. Donc, après le décès de Lovecraft, Annie Gamwell, on est quand même... on vit pauvrement, et puis donc elle rend le studio qu'occupait Lovecraft. Elle vit sur le palier de l'autre côté, dans cette maison College Street. C'est très curieux d'ailleurs, parce que cette maison était historique, pas à cause de Lovecraft, une vieille construction coloniale. Elle est démontée dans les années 70, et ils l'ont transportée sur des rouleaux, là, comme ça, 400 mètres plus loin, plus haut sur la colline, ce qui fait qu'on voit toujours la maison de College Street, mais elle n'est plus College Street. Et par contre, à l'endroit où elle était, c'est un parking. Et au-dessus de ce parking, c'est la John Hay Library, les manuscrits, Lovecraft. Et donc Annie, elle fait établir la liste des livres qui sont sur les étagères par une voisine. Et donc c'est cette voisine qui va recopier là, le nom, l'auteur, le titre. Et Yoshi, lui, va faire un boulot de bibliographie qui lui ressemble, c'est-à-dire aller retrouver quelle édition c'était, Et on a donc ce petit bouquin dont moi je me sers, en gros, là justement, c'est l'exemple parfait. Et ça permet aussi de savoir l'année de publication. Alors Clifton Johnson, voilà. What They Say in New England, A Book of Things, Sayings and Superstitions. C'est un livre sur les coutumes et les superstitions dans la Nouvelle-Angleterre. Vous voyez l'usage qu'il va pouvoir en faire. Et c'est un livre paru en 1887. Et donc, Yoshi fait son boulot. Update in New York, en janvier 1925, mentionné dans la lettre au 10 février, 263 pages. Et donc un livre de 1893, quand tu l'achètes en 1925, évidemment, tu ne dois pas le payer très cher. Et le livre d'Horace E. Scudder sur le vieux Boston, idem répertorié, c'est-à-dire ces livres-là qu'il achète à New York, eh bien, il les garde jusqu'à sa mort. Acheter à Sony une jolie idole égyptienne. Oui, mais c'est... vous savez, le jour, c'est quand il a déménagé, quand il a emménagé Clinton Street avec Sonia, il fallait acheter de quoi ranger les vêtements et tout ça. Donc, ils sont allés à un magasin qui s'appelle le 10 cents store, c'est-à-dire tout à 10 cents. Maintenant, vous avez des dollar shops ou des machins comme ça, il y en a plein au Québec aussi. Ce genre de brocante en France aussi, ils essayent de s'implanter, Action et tout ça. Mais au tout à 10 cents, il a trouvé des... Alors, qu'est-ce que c'est, ces petites idoles japonaises? Il en a acheté une pour Frank Belknap Long et puis une pour Loveman.
Il fait des cadeaux, comme ça, Lovecraft, quand ça le prend. Je l'ai mis dans le métro du retour, après quoi je suis retourné au 169, j'ai lu un peu, et je suis parti pour Columbia Heights, où j'ai rejoint Kleiner et Loveman. De là, notre trio s'est rendu à la cafétéria, s'est restauré, puis le métro BMT pour se rendre à la réunion du Blue Pencil, donc à Flatbush, juste à côté de Parkside Avenue, où était leur premier appartement avec Sonia. C'était aussi que d'habitude. Et pour y remédier, notre trio, donc il y allait donc avec Loveman et Kleiner, et retourné ensuite chez Loveman, où nous avons discuté jusqu'à 2 heures du matin environ. Ensuite, Kleiner et moi avons poursuivi la discussion dans la cafétéria, Barrow Hall. C'est-à-dire à 2 heures du mat, tu descends, c'est ouvert 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Et tu continues, tu causes, puis rentrer à la maison et lu. Et là, il ne précise pas à la tante Annie ce qu'il a lu, mais justement, retour au petit carnet, eh bien, il a lu un livre d'une certaine Alice Meynell. Alors, Alice Meynell, elle est décédée en 1922, donc elle était là quelques années un tout petit peu plus tôt. Et là, par contre, aucune occurrence dans le livre sur les livres de Lovecraft. Par contre, elle a un livre de 1898 réédité en 1919 dont le titre c'est La couleur de la vie et autres essais sur des choses vues et entendues. Je suis sûr que Lovecraft, s'il a trouvé ça d'occasion pour quelques cents, ou alors, bon, il a pris ça chez Kirk qui lui a prêté, et sinon, eh bien, Conan Doyle. Et là, par contre, Conan Doyle, on en trouve au moins 4 ou 5 dans la biblio, donc ce répertoire là, des livres de sa bibliothèque. On les a pas, les livres. Ils ont été dispersés, vendus, partis. Il nous reste que la liste. Donc c'est une bibliothèque image, c'est pas une bibliothèque matérielle. Ça aussi c'est intéressant. Et Conan Doyle, on découvre que par exemple, la plupart des Conan Doyle parus là, entre 1920 et 1928, eh ben, ils achètent neufs. Par contre, il y en a plusieurs. The Last Word, par exemple. Attendez, on va regarder, tout simplement. On prend le temps, puisqu'on est ensemble. Et puis, de toute façon, le mois de janvier est fini, alors on a le droit de traîner un peu. Moi, c'est comme si j'avais des vacances. Là, on arrive au 31. J'ai totalement oublié que demain, c'est le 1er février. Et qu'est-ce qu'il faudra faire le 1er février? Le journal de Lovecraft. Ça fait rien, tu comprends? Oh, quel soulagement! Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, The Lost World. Donc là, il a une édition de 1912. The Mystery of Sasasa Valley, A Night Among the Nihilists. Là, il a une édition de 1990 pages. Par contre, Tales of Long Ago, là, c'est une édition de 1922. Et Tales of the Twilight and the Unseen, c'est aussi une édition de 1922. Alors là, est-ce qu'il a trouvé justement The Last Word dans vieille édition? On ne saura pas. Eh ben, c'est déjà pas mal pour finir le mois. Vous voyez que 8 lignes, finalement, c'est pas plus difficile de travailler sur un contenu précis, au contraire, que sur un contenu bref ou laconique. Et là, ben, cette construction de bibliothèque, ouais, ça pour nous, c'est là où va commencer de s'établir progressivement le lien à l'écriture. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, j'ai trouvé cet article. Tenez, on va tout de suite dans le New York Times. Ordinateur. On est donc le 31 janvier 1925. Il y a toujours les actualités en général. Et vous savez que j'aime bien ces petits articles qui font le bas de la une. Et celui-ci, ben, le journal fait que 28 pages. Si vous voulez, on le regarde brièvement. Mais après, on va revenir à cet article. Faire défiler n'a pas un gros intérêt. Moi, à chaque fois, c'est prendre ce petit timbre-poste là qui complétera le grand puzzle là, de notre fresque. Voilà, là, on revient là, sur ce sous-marin qui s'était échoué là, avec ce S-48 avec 35 marins à bord. Toujours les faits divers habituels.
Est-ce qu'on a quelque chose sur ce qu'on suit aussi sur Ethel Leginska? J'ai pas été regardé, vous me pardonnerez, mais on retrouvera ça sur la route, bien entendu. Et cet article en première page. Alors de quoi il s'agit? On est 5e avenue, dans l'appartement de monsieur et d'une madame Shuan, S-H-E-W-A-N, qui habitent, bon, assez haut, d'accord, mais qui habitent quand même sur la 5e avenue, au 1046 de la 5e avenue, au niveau de la 86e. Je pense que c'est assez haut. Là, c'est plus là, peut-être, où il y avait l'ancien Whitney dans ces eaux-là. Mais c'est quand même les quartiers hyper prestigieux de New York. Madame Shuan avait déposé au bijoutier. Le bijoutier s'appelle Monsieur Smiles, Monsieur Les Sourires. Alors, Monsieur Les Sourires, lui, il est aussi 5e avenue. Son prénom, c'est Alfred Smiles, 665 5e avenue. Donc là, par contre, dans la zone la plus commerçante et tape à l'œil, comme nos Champs-Élysées, elle lui avait donné une bague et un collier. Et ouais, parce que son mari, c'est un des principaux associés, ça porte son nom, Huan Dry Dock and Repair Yard in Brooklyn. Mais ces gens-là, ils n'habitent pas Brooklyn. Même c'est là que sont les ouvriers qui travaillent pour eux. Monsieur Alfred Smiles a réparé la bague et le collier. Il met ça dans un joli petit papier d'emballage. Il met ça dans un joli petit paquet avec dedans le papier d'emballage et le donne à son livreur. Et le livreur l'emmène chez Madame Shuan. Ici, ils sont reçus par la gouvernante, en tout cas une femme de chambre. Mais cette femme signe le reçu parce que de cette valeur, le livreur ne va pas partir sans un reçu, heureusement. Et est-ce que j'allais dire la jeune dame? J'en sais rien. Cette femme de chambre, elle ne sera jamais mise en cause. Elle porte immédiatement le petit paquet à Madame Shuan. Tout va bien. Quoi ça nous intéresse? Madame Shuan, elle l'ouvre, elle déballe le papier, elle trouve le collier, elle essaye le collier. Tout va bien. Merci, monsieur Alfred Smiles. Et puis le petit paquet de carton, et puis le papier d'emballage, elle le jette à la corbeille. Attendez, c'est pas fini mon histoire. Le lendemain matin, dans ces maisons-là, t'as aussi quelqu'un qui fait le ménage. Tu prends la corbeille, tu vides la corbeille. La corbeille, tu l'emmènes aux ordures, et le matin, il y a la voirie qui passe. Et là, on était mercredi, le vendredi, Madame Shuan a une idée. Elle dit, mais j'ai pas demandé à Alfred Smiles, la bijouterie, quand est-ce qu'il compte me rendre ma bague? Bague de 23 000 $. Elle téléphone. Et bijouterie Smiles, mais madame, c'était dans le paquet, on vous l'a livré, il y a le reçu. Oh! Il y a une petite bague dans un papier d'emballage. Branle-bas, 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 branle-bas. Et là, on convoque des détectives, parce que probablement c'est assuré, c'est l'assurance qui va payer les détectives. Branle-bas, branle-bas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en 3 jours, tu comprends? La poubelle, elle est partie. Et dans le papier d'emballage, il devait y avoir la petite pochette avec dedans la bague de 23 000 $. Ça nous intéresse? Attendez! Vous êtes impatient. Où vont les ordures? Elles sont emmenées. Là, vous voyez, on était donc au niveau de la 86e rue, au niveau de la 107e rue. C'est des chalands, des grosses barges. Quand on a été à New York, on les voit tout le temps se trimballer, ces grosses barges avec des débris, des déblais, etc. Eh bien, toutes les ordures ont été déposées là, dans la barge, amarrée, 107e rue. Les détectives, ni une ni deux. Mais il y a encore plein de bazar là-dedans. Ouais, non, parce que ça, c'est les ordures d'il y a 2 jours. Les ordures d'il y a 4 jours, elles sont parties. Ça fait rien, on va fouiller. Ils vont faire vider 40 tonnes qui sont dans cette vieille barge. 40 tonnes de poubelles, des déchets organiques de New York. Et c'est là juste où je voulais arriver. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, la barge d'avant, elle a été vidée. Comment on les vide?
avec un remorqueur, on les tire là dans l'océan, on la vide dans l'océan, et on revient, et on charge ce truc. Vous savez combien, dans les petits journaux, là, dans les petits agendas, ils marquent à chaque fois la population de chaque ville, c'est rituel. Au recensement de 1920, New York, attendez, je l'ai remis dans mon petit PDF, je l'ai recopié. Je ne veux pas se souvenir de tout par cœur. Hein. 5 620 048 habitants au recensement de 1920. Eh bien, les poubelles, les déchets organiques de 5 620 048 habitants, tous les jours, sont déversés dans l'océan, devant New York. Voilà. C'était le 31 janvier. Et ma compile de janvier, ça y est, vous pouvez la lire en ligne, la télécharger. Et bien sûr, c'est une version provisoire, hein, j'y insiste. Il y a plein de corrections, il y a plein de... On va affiner la mise en page et tout ça. Mais, waouh, passez le premier cap. À demain. Malgré tout, quand même.